Je pensais tout à l'heure les différences de beaucoup de choses qui peuvent s'énumérer dans la même série. Commençons par allemand, Bedeutung, Besiehung ou indication, disons, de ne pas faire des fautes. Donc, il y a plusieurs sortes de significations. Sinn et sinnlich aussi, c'est le sens plutôt et la signification aussi. Dans la Bedeutung que Derrida traduit comme ça à la lettre vouloir dire, c'est vrai qu'il y a un vouloir dire, on ne peut pas réduire tout le sens au vouloir dire. Et moi je comprends plutôt en fait, j'aurais voulu dire, c'est complètement légitime, et j'ai failli ou bien j'aurais bien aimé que je me souvienne de moi-même, de mes significations ou de mes actes manqués ou des significations ou des expériences pleines de sens ou bien un bout de sens me suffira. Voilà, ce genre d'expérience. Mes expériences de pensée, en fait, me soient toujours transparentes et dans l'unité de conscience. Mais pas du tout, ce n'est pas le cas. Et heureusement que je suis dans une work in progress et je travaille fragmentairement et étalé sur plusieurs années. Et on ne travaille pas la maladie ou bien au contraire avec un épanchement d'autant plus fort avec proximité, avec ce sentiment de proximité de mort, mais dans un état de production hors de soi, c'est-à-dire en extase. Donc on ne peut pas, enfin, on enregistre, j'enregistre, je fais des esquisses de films rapidement, mais il faut revenir, bien sûr, et hier soir j'ai eu l'occasion, jusqu'à très tard, de revenir véritablement sur un réseau, donc une sorte de travail de saltimbanque, ou l'autre mot, funambule, voilà, parce qu'il s'agit de sauter et faire des moments de salto. Réseau, moi je l'ai utilisé dans le meilleur moment, toujours comme ça, avec un moment de saut. Effectivement, c'est très difficile. Avec une vitesse, on obtient beaucoup de résultats, mais effectivement, quand il s'agit de retenir, comme disait Kant dans le troisième critique, il n'y a aucun problème dans l'appréhension un par un, mais quand il s'agit de la compréhension de la totalité, effectivement, les limites de l'entendement, notre bagage conceptuel s'asphyxie. On utilise ce terme pour l'automobile privée quand on travaille beaucoup le moteur d'automobile, effectivement, ça s'asphyxie, ça s'arrête. Moi, j'ai eu beaucoup de fois des petits moments de, non pas de transe, mais de passage à l'état de sommeil, mais entre réveil et éveil, et pas du tout rêve. Effectivement, je peux tomber dans quelques rêves, mais un rêve quasi volontaire en vue et pourvu de ramasser encore un grain du sens, une miette du sens, etc. Mais on tombe véritablement dans une pluie qu'on appelle le sommeil. Alors, et je m'efforce de continuer là où j'étais resté et faire un petit effort, et ça me paraît extrêmement difficile. Et sans décider, je conclus que c'est le moment d'aller au lit, tout simplement, le travail
complètement fini. C'est le passage au rêve. Et un paix, enfin un paix. Un paix d'abord pour le corps, mais pour rester face à face avec les, disons, souffrances quotidiennes du corps, ce qu'on appelle un moment processus de repos qui commence avec une souffrance et finit par une perte de conscience. Et là, je me demande si Descartes a expérimenté tous ces moments, comme tout le monde, est-ce qu'il y aurait encore du cogito à ce moment de perte de conscience éveillée et un travail en travers, laissé à l'état avec une minuscule, avec un état majuscule, un état fantôme qui est supplé par un système de réseau, telle technologie de surveillance, non pas unifié et localisé bien sûr, mais par un algorithme électronique, une machine, ce qu'on appelle un ordinateur central ou délocalisé. Voilà le mot qu'aiment beaucoup les Français bureaucratiques académiciens. Délocalisation des centres d'archivage au cas où, c'est-à-dire n'ont pas du tout aucun pouvoir, aucune horde plus ou moins organisée des relais systématiques ne peut en rendre compte si on ne fait pas des pamphlets ou voilà. Si vous n'êtes au-delà de votre justement indiscernabilité, c'est le mot juste de pouvoir est encore plus disons opérante que normandisme qui est quand même archaïque. Voyez, je parle de la résistance du corps, résistance de l'esprit en travail, et résistance au sens de recommencer là où on est resté et oublier. Puisqu'on parle de la Bedeutung, effectivement, Bedeutung, c'est-à-dire cette question simple, où étions-nous, où en étions-nous, où en étions restés, c'est le moment de signification qui est dispersée et qui devra revenir. Ce n'est qu'un exercice que tout écolier, malheureusement ça ne marche pas les choses comme ça, mais effectivement tout écolier dans ces exercices qui s'étalent en emploi du temps doit passer par cet apprentissage de revenir sur un sujet, autrement dit imperceptiblement revenir à un moment d'expérience intimement soi, appartient à soi, que petit élève ne s'en rend pas compte encore. Il croit qu'il travaille sur une matière et les questions dans les examens à venir sous certaines matières, alors qu'il est simplement, toute la question et la question, c'est lui ou elle, c'est-à-dire le soi. Aucune maîtresse d'école ou maître d'école ne se rend pas compte explicitement
tout le monde, effectivement, tout enseignant, c'est que c'est d'abord une éducation sentimentale, donc un épanouissement total d'un élève qui compte, qui a la priorité, mais toute vérification de son état de développement passe, lui interroger sur les matériels limités et déclarés sans aucune surprise. Il ne faut pas que l'élève soit surpris, qui soit l'adresse d'une question improbable ou jamais déjà étudiée, discutée, etc. Voilà. Le modèle élève est une institution, un encadrement d'un développement finalement éducatif, mais au fond spirituel. Qu'on peut appeler exercice, le mot vidé de sens, etc., mais qui est utile. Par exemple, Lyotard, interprétant Kant, redonnait quand même son sens noble et, à mon avis propre, au mot exercice. Le jugement réfléchissant, on ne peut pas l'apprendre, donc à aucun élève, ni à qui que ça soit, mais ça s'exerce. Le jugement réfléchissant, c'est pas de l'ordre de la connaissance, donc c'est pas transmissible par l'éducation, mais un certain apprentissage, un certain accompagnement, c'est possible, ce qu'on appelle l'exercice, pour que tout imbécile comprenne. J'ajouterais le mot magique, autodidacte et auto-apprentissage, dont les pratiques sont laissées à la merci, et tant mieux. Il faut laisser du temps au temps et surtout à nos petites élèves pour qu'ils expérimentent également les autres régions de l'existence. D'abord le sport, c'est-à-dire le mouvement kinétique, et l'éthos d'être ensemble, bien sûr. Alors, Dalton, moi je le réhabilite dans ce scala-là, que les Kantiens aura dit que voilà, vous avez bien expliqué, il s'agit d'un exercice de l'entendement, des concepts indéterminés qui se travaillent pour être prêts à des concepts. Parce que Kant dit que le jugement réfléchissant a peu d'importance. Les idées esthétiques aussi ont peu d'importance par rapport aux idées rationnelles ou les concepts déterminés, c'est-à-dire des connaissances qui sont importantes. Donc il a fait une délimitation en plus qu'une délimitation du domaine de recherche, comme il faisait honnêtement M. Roussel, quand fait un choix non fondé par lui-même, un choix d'emblée qui choisit et qui tombe dans une région d'ontologie qui se restreint, le mot magique restreint, dans l'objectivité, dans la connaissance. C'est ce qu'on appelle Ancilla de la science. Il se fait serviteur de la science, alors qu'il devrait être, selon ses propres expressions dans la première critique, tout philosophe digne de ce nom, c'est-à-dire qui n'existe pas empiriquement, doit se faire tout au plus le fonctionnel
fonctionnaire de la raison. Où est la raison? Quel rapport de la raison et de la connaissance dans l'intérieur même, dans les délimitations même de ontologie kantienne. Donc, il est contradictoire, il ne sait pas quoi dire, mais il nous donne toutes les indications pour comprendre de quoi il parle, dans quel marécageux, sol marécageux, il s'avance ou il s'enfonce dans le marais. Voilà, fini pour Bedeutung, on passe à Sinnlichkeit, sinnlich, donc quelque chose qui a du sens. Espérons, que peut-on espérer d'avoir fait, exécuter, non, exécuter c'est pas un bon mot, seulement les sergents qui peuvent exécuter, les autres de leur supérieur. Donc, à partir d'un exercice, auto-exercice, ou si vous voulez, autodidacte, on fait une preuve d'être digne, d'abord du respect, mais avant d'être digne de respect au sens kantien, il faut se montrer comme un trésor caché, insoupçonné, et il faut faire preuve d'une expérience, soit par hasard, soit survenu, soit survenu comme une expérience qui a du sens. Et non pas un sens tout de suite repérable. C'est ça très important. Donc un sens qui ne tombe pas sous une universelle. On est maintenant dans le sol découvert timidement par Kant, le sol de jugement réfléchissante que certains, ultérieurement, les phénoménologues appellera peut-être les jugements interprétatifs. Même Sartre a des mots encore plus intéressants. Interprétatif, ça concerne les jugements, mais il y a des autres choses qui concernent l'état de conscience aussi. Voilà l'expression sartrienne que je me souviens comment. Mais voilà, ça devrait être quelque chose comme anti-réflexivité. Il faut penser aussi avant la réflexivité. Moi, j'ai fait des exercices l'autre jour, n'est-ce pas? Depuis mon enfance, je faisais, mais je me projetais comme un scientifique futur et une expérience de se transcender dans l'expérience empirique au sens étroit du terme de la science. Donc, j'ai découvert des espèces de mushrooms, des champignons, non pas magiques, mais pour moi c'était magique. Voilà, c'est-à-dire expérience au sens de se transcender encore, parce que chaque sujet qui fait l'expérience d'un objet X existant dans la scène de la même existant dans la scène de la nature, non, pas du tout quelque chose de super sensible, pas du tout. Donc, dans cette délimitation même, on peut bien jouer, on peut passer beaucoup de bons moments et c'est très instructif pour les jeunes que j'étais à l'époque et de temps en temps j'en fais et pour l'instant, en tant que cinéaste, disons, je le fais plutôt, dans les limites abyssales de l'image, je dirais, j'oserais arrêter de le dire, parce que justement, j'ai fait un film, et hier soir, je suis tombé là-dessus,
qui s'intitulerait, attendez, images, mais quoi? Délivrance des images. Voilà, moi, là, dans le syllabus de ce film, je me présentais, donc faire un film, après avoir fait un autre film précédent, dans lequel j'avais découvert et essayé de conjoncturer le mot Frieden, c'est-à-dire la paix en allemand, qui ne colle pas tout à fait à un état paisible après la guerre, comme dans le lexique latin, etc. Et je proposais comme une possible et probable traduction du mot allemand Frieden, le mot de délivrance. Délivrance, donc une certaine liberté, mais très bien définie, une sorte de liberté. Voilà, délivrance des images, que certains peuvent interpréter comme la transcendance ou la supériorité des images par rapport à un discours discursif ou de définition prédicative ou de raisonnement. Dans le cadre du jugement, effectivement, je me souscris complètement. Et également, Roland Barthes utilisait des autres expressions pour faire des distinctions à l'intérieur même des types des images, en distinguant les images, en grosso modo, comme les images obtues et les images obviées. Voilà, nous obtenons... Ce sont des mots un peu difficiles, mais qui viennent directement du latin, obviously, ça existe dans les langues, obvieusement, et obtus, c'est plutôt, c'est quelque chose qui ne se parle pas, qui ne se fait pas déchiffrer tout de suite, qui a soit transcendance, soit un retrait. Des images, non pas de l'ordre du discours, il y a des images qui se soumettent à l'ordre du discours, c'est le sujet de la thèse de Jean-François Lyotard dans son grand travail qui s'appelle Discours-figure. Il utilise, au lieu d'image, figure. Philippe Solers utilisait, à mon avis, dans la lignée de Bertolt Brecht, donc en se faisant un clin d'œil au théâtre, donc il préférait au lieu le mot le tableau au lieu du mot image. Ça aussi c'est très significatif et que je comprends étant un peu spécialiste de Bertolt Brecht, tout ce qu'il dit immédiatement. Donc les images ont des intrigues qu'on ne peut pas, ont des niveaux ou des registres, comme on dirait, des souches différentes de thématisation qui sont différents absolument des thématisations donc entrer dans une intrigue le relater dans une chronologie en faire un récit obéir à certaines lois, je dirais du parabole, ne serait-ce que l'introduction, le développement, bifurcation et un résultat. C'est ça qu'on appelle la parabole. Mais il y a plusieurs formes rhétoriques en dehors du parabole. Les paraboles
christiques ne sont pas si réguliers que ce qu'on puisse croire. Tout à l'heure, je lisais quelques inscriptions gravées sous la marbre noire de Yunus Emre. Effectivement, j'étais au point de pleurer de la force d'une parole succincte qui touche, oui, malheureusement, touche l'universel et à toi dans ta singularité qui t'adresse à toi. L'universel dont je parle, à la fois une référence discrète au verset coranique, là où il fait un rapprochement entre une parole abondante, une trop de paroles qui devient une charge d'une âne, c'est le Coran. Et il dit que l'homme, véritable homme, un honnête homme, al-Kishi, donc les femmes sont exclues de la discussion, l'homme, véritable homme, plus d'homme, honnête homme, un homme honnête, n'a rien à voir avec trop de paroles, une parole succincte, lui suffisante. Donc il ne faut pas espérer avec l'abondance de la parole, avec l'abondance de descriptions, un certain approfondissement ou un avancement. Et parce qu'il risque de perdre l'essence de la chose. Donc on passe à une autre écriture, gravée sous la marbre. Là, peut-être, il parle dans son poème, l'essence des choses, c'est que la vie est courte, personne n'est immortel. Donc il faut qu'on s'aime l'un à l'autre dans cette vie. Quelque chose comme ça, je parle par mémoire courte. Et au milieu, juste derrière le statut de Yunus Emre, une autre écriture avec les paroles gravées très connues et peu compris, qui fait l'essence de ma théorie qui vient de Hegel, c'est-à-dire qu'indéniable. Il cite donc une parole de sagesse très ancienne qu'on peut au moins mettre en rapport avec un certain Socrate qui dit quand se répète, enfin, c'est pas pense par toi-même, mais connais-toi toi-même. La chose principale pour une personne, c'est qu'il sache d'abord soi-même. Avant de savoir, ou avant de sortir, se transcender par une expérience de rectitude ou de véracité, etc. Donc avant de faire la science ou de faire beaucoup de lectures, c'est littéralement comme ça le poème, aller à l'école, faire beaucoup de lectures, c'est secondaire. L'essence des choses, c'est connais-toi toi-même. C'est unique. Donc rapport avec Hegel, c'est toute connaissance de quelque chose spécial, régional, et au fond, c'est une connaissance de soi. Donc il faut que tu te pèses dans cette grande pèse-nerf, je dirais, citant Artaud, qui est ta connaissance de toi, de toi-même, pendant tous ces développements, avancements, ou tomber dans les abîmes, ou avoir des obstacles, etc. C'est uniquement te concerne. Ce sont des choses qui te concernent uniquement à toi,
tant que tu sais et tu te transcender au sens d'aller vers une extériorité. Donc objectal, ça peut être différents types d'objets de connaissances. Et ceci accompagné par une connaissance, non pas au sens étroit du terme, au sens d'expérience de connaissance, de savoir, comme le sous-titre de livre de Hegel, Phénoménologie de l'esprit. C'est un essai d'expérience de savoir. C'est ça. Et ça m'a fait pleurer, effectivement. Le statut que je passe tous les jours d'avant, un jour, vous pleurer, enfin presque, larmes ou des armes plutôt, ou des armes, et vous fortifie. Tout ce qui vous désarme peut vous fortifier. Ce qu'on peut appeler épanchement d'autant plus fort de force vitale, bien qu'on est fatigué, ça ne change rien. Eh bien, quoi d'autre? Je vous ai montré toute mon amplicité expérimentale, non pas au sens artistique, ça. J'en ai abondamment, mais j'en ai des réserves. Je parle de l'expérimentation scientifique. L'observable, l'inobservable. Mouvement d'idéation invisible et l'accès. Et les accessoires par lesquels nous pouvons accéder. À quoi? Au processus. Pour vous jouir dans votre terminologie à la vérité, toute nue. Effectivement, il y a une vérité toute nue, c'est que la nature se cache, aime à se cacher. C'est la nudité de la nature, aime à se cacher. La nature a des réserves. Pourquoi Héraclite aura dit ceci? Et quel rapport avec les films que j'ai faits et les expressions qu'on dit consacrées, la vérité toute nue. D'où Heidegger oserait parler d'une certaine voile pour rapprocher de domaines séparés, c'est-à-dire mystique voilé et l'autre clair distinct, deux mouvements. Voilà, nous avons déjà deux noyaux depuis le commencement de la chose, enfuis où se révèle, bien sûr pas fantaisie, parce que fantaisie ça veut dire fantasia, fausse, qui a un rapport avec la lumière, qui a voulu venir sous la lumière du jour, clair-obscur, bien sûr aveuglant, en ce mois de juillet, là où la nature, à la fois dans son hyperbole et dans une tombée très rapide, donc la mort, malheureusement, de notre petite mère Isis, s'est entamée. Et selon le calendrier le plus clair et distinct et obscur, c'est-à-dire le plus ancien,
concernant dans notre hémisphère nordique, mais également à l'envers, on peut dire, dissymétrique dans notre hémisphère qu'on dit peu peuplé de notre globe terrestre, là où la naissance et la mort ne se comptent, là où, selon le dire d'un certain voyage, selon le dire de Hegel, là où les individus ne sont pas individualisés et ils se font en masse à la guerre, et non pas, bien sûr, pour faire la guerre, et pour gagner, pour montrer leur courage, mais pour se faire tuer, selon Hegel, c'est une citation. Donc ils se font milliers, les nègres. Ils parlent de nègres de notre hémisphère sud. Ils se font par milliers comme des mouches pour se faire tuer. C'est la sentence de notre jeune Hegel. Bon. Eh bien, j'aurais voulu, ou je voudrais, et je vais essayer de parler de bassesse. Il faut apprendre absolument la grande musique, c'est-à-dire laisser une phrase à peu près intelligible à des générations futures, soit de notre globe, soit des autres entités. C'est-à-dire que on ne peut pas attendre une traductibilité fidèle ou créative, si vous voulez, mais ça va demander des générations et des générations, mais une communication immédiate ne peut pas passer par la publicité advertielle. Ça va passer par la transmission d'un rythme réglé, aidé par la mathématique, mais les mathématiques ne sont pas aidées par la physique, qui reste quand même peu observable, peu expérimentable. Dans l'état actuel des choses, où on n'est plus dans la théorie des nuages de notre cher esthéticien Hubert Damy. Mais alors que l'observation à l'œil nu ou avec une lunette, des mouvements de simple, quoi de simple, dans un nuage, ombrage, nuage, éclairage, rien ne semble, tout est spectacle, un écran qui nous protège sous le nom d'atmosphère que nous changeons. Quand nous nous absentons de grandes villes, de métropoles, chaque fois qu'un nuage, un pantalon, une moitié qui nous suivent partout, ombrage, et un Jonas sous le soleil, et un ton divin qui dit que tu peux leur ça, tu peux leur perdre un organe que tu n'as même pas participé à la production, à la création. Qu'est-ce que tu as fait dans cette vie, toi, Jonas? Rien. Alors que tu auras à perdre. Tu n'as aucune praxis, donc tu n'as rien à perdre. Voilà ton prolétaire. Très promettant parce que c'est un point zéro. Prolétaire veut dire zéro de l'humanité.
ni sous-humain, ni humain, ni... C'est un étant, un dasein, que j'appelle Zian, c'est-à-dire toujours déjà d'avance perdu. Zian veut dire la perte, soit en persan, soit en arabe, donc ça fait au moins 2 films là-dessus. Dazian. Dazian, en imitant effectivement une prononciation et orthographe archaïque du mot sein en allemand, qu'on prononcerait ou s'écrirait sein, et non pas sein, sein. Sein, ça passe. C'est pas étonnant parce que en turc le mot être est traduit régulièrement. Varlık veut dire la richesse, trésor, trésor, trésor. Imaginons. Alors, par une unheimliche réversibilité des choses, on a tout le droit d'appeler ce trésor comme perte totale, qui renforcerait encore son sens de trésorerie. Ce qu'on a perdu, c'est encore plus de valeur que ce qu'on a sous la main tous les jours et qu'on ne s'aperçoit même pas parce qu'on est submergé là-dedans, absorbé, et on n'a plus la distinction entre la chose ou le sujet ou l'objet parce que dans les rivières ou bien plutôt dans le reflet de cette eau, on se reconnaît comme sujet et l'objet nous dit « Salut, je suis là, hear me », comme un emblème héraldique de n'importe quel t-shirt d'un jeune. Personne ne sait, enfin, pouvoir expliciter le sens ou la signification du mot clameur en français. Même Alain Badiou a consacré un livre qui porte ce titre, le clameur de l'être. Effectivement, ce n'est qu'un essai de traduction d'une expression de Heidegger, qui vient de grec, du mot klésis, qui a une disons, sémanticité, et voilà, aujourd'hui, justement, je pensais avant tout la différence de sémiologie et de la sémiotique. Sémiologie, c'est une science de fonctionnaires d'État ou de porteurs de nuit dans les bâtiments privés. Et sémiotica n'a pas une définition, c'est qu'un mot grec dont la signification nous est jusqu'à maintenant cachée, sémiotique, que Julia Kristeva a donné une nouvelle vie, une interprétation très forte quand même à partir de tout ce qui touche au cora ou à la cora du sens. Je trouve une affinité finalement, même lointaine, entre Kristeva dans son livre, surtout
la révolution du langage poétique est Alain Badiou, qui est intransigeant et très minutieux dans ses travaux en ce qui concerne l'infini. Je ne dirais pas que ça ne m'aide pas, je ne dirais pas que la Korah soit l'infini, mais quelque chose de l'ordre de l'infini. Ce qui est important, ce qui importe dans cette discussion, c'est notre rapport à quelque chose, qui soit de l'ordre de fini, c'est-à-dire accaparer, comme s'il s'agissait de quelque chose sous la main, ou c'est même pas inatteignable, mais toujours on séjourne dans lesquels on habite, on est plein submergé, mais on n'a pas accès. C'est ça. La Korah sémiotiquée, de certains mots, je dirais, importants. Moi, je ne répéterai pas les sujets que j'ai abordés, justement dans cette méthodologie-là, que presque rien à voir avec la méthode, disons, doctrine platonicienne. Mais effectivement, je veux dire, d'une manière forte, devrait avoir un certain lien hors duquel il n'y a pas une liaison possible. Mais il y a hyperbolique, il y a bassesse, il y a des abîmes. Donc on tourne autour des sphères, non pas célestes, tout simplement pour distinguer comme Aristote, mais les êtres d'ici même, non pas auréolés, mais dans le sens, disons, d'une cécité qui n'arrive pas à se décider entre une proximité et une distance. Tu es là, mais tu n'es pas là. Tu vois, tu es trop proche, mais je ne t'accapare pas. Je n'arrive pas ni totaliser ton sens entier dans son entièreté, ni que tu me parais étranger, tu me parais complètement, enfin, l'un de mes miens, mais tu es à part. Voilà. Un rapport conflictuel. Le conflit ne se passe pas ni à l'intérieur, ni dedans, ni dans les bordures de la Korah, du sens, parce que comme c'est du sans nom innommable, le conflit se met en scène sous la lumière, dans les clairières, dans les Jeux olympiques, dans les petits exercices, dans les jeux de concurrence, dans les supports, dans les discussions sans façon. Ah tiens, tant mieux alors. Quoi de plus peut-on attendre comme rapport à, n'est-ce pas, pour un peu? Voilà. Ce qu'il
ce qui est important, c'est empreinte, bien sûr, conscience, et comme on ne peut pas prendre dans sa totalité de la conscience de la chose, il faut essayer de s'accompagner comme une ombre. C'est encore mieux qu'une angéologie proposée, avec sa genèse, avec ses immigrations. C'est plutôt l'envers. C'est pas les anges qui nous suivent ou qui nous accompagnent. Nous devons plutôt surveiller, veiller plutôt, veiller les anges là où on trouve, on s'aperçoit, on s'entrevoit. C'est ça. C'est nous. C'est d'où commence une première part d'une praxis. Voilà. Donc, sans un papier. Enfin, c'est qu'un exemple. Sans un papier, sans une plume, sans dessiner, sans prendre du temps, sans créer un temps, sans voler un temps, etc. Ça ne peut pas se faire. Impossible. Il y a deux solutions. Non pas solutions, deux alternatives. Soit vous êtes esclave, c'est-à-dire un scylla, serviteur, soit vous êtes avant-garde, c'est-à-dire formlich, en avant de quoi, ne pas, enfin, comme je n'ai pas vécu en plein dedans d'une guerre, comme Potachka, dans les, je dirais le mot, non pas barrière comme de Paris, des blocages des rues, des ruelles de manière artificielle, mais dans le fossé, qui a un sens très riche qui nous offert par la Première Grande Guerre. Ça existait toujours, bien sûr. Autour des grandes citadelles, des fossés remplis de l'eau, là où on jetait des 4 ans, des liquides huileuses en incandescence. Bon, c'est pas mon affaire, la stratégie de guerre, mais j'avais quand même entamé une discussion sur le champ de bataille et chasse à quoi? Non pas à la sorcière, mais l'archer, le chien, la proie, Dian, donc une tableau. D'où vient le chant, l'expression du chant, de bataille, qui ne sont pas des images, bien il peut y avoir des images séparées. Il s'agit d'un grand tableau qu'il faut traverser 360 degrés avec un mouvement de rotation en rotonde des caméras. Mais on verra toujours la même image fixe et au moment voulu. Au moment voulu. C'est le titre d'un roman, vous savez.